Bon, salut sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. On est venu aujourd'hui pour un test de couteau. Le test du Varus TVK Scrama, le 240, le plus gros couteau qu'ils aient dans leur fabrication. On est sur un couteau de type Scrama Sax. Moi j'adore la gueule qu'il a. On est clairement là sur un outil, hein. Il n'y a pas de fioritures, les finitions sont très moyennes. On va parler de tout ça dans la vidéo. Par contre, là on est quand même sur une arme de destruction massive. Bien, on va attaquer la description de ce couteau. Donc on est sur un couteau sacrément massif. On est sur un couteau qui fait 43 cm de long. Avec une lame ici, du bout là, jusque là, à peu près au milieu, qui fait 24 cm. 23 cm ici de tranchant utile. On est sur une lame de 4,4 cm de large et ici de 4,2 mm d'épaisseur. On est sur un couteau qui a un design Scrama Sax avec un acier au carbone 80 CRV2. Une dureté intérieure de 59 HRC et en surface de 52 HRC. Alors c'est pas très bien expliqué sur le site de Varus TVK, mais en gros ils expliquent qu'il faut retenir la dureté de 52 vu que c'est un outil, mais en gros sur la surface vraiment la croûte on va dire, on est à 59 pour une dureté un peu plus costaud. On est sur une émouture plate partielle, ici, avec un fil en V, qu'on peut voir là. Alors, on a deux aiguisages différents. Un pour la partie chopping à 34 degrés. Et ici, on peut le voir là, on a un autre affûtage qui sert pour toutes les coupes fines et qui est, lui, de 5 cm à 25 degrés. Bien sûr, on n'a pas de coating. Là, c'est juste le noir de forge de merde. Le manche est en caoutchouc moulé. Donc moi je trouve que c'est un très bon grip. Mais apparemment mouillé c'est de la daube. Alors on verra. Il est livré ici dans sa version de base avec un étui en plastique pas top. Enfin, ça fait le boulot, ça protège la lame. Donc vu la taille du couteau, je sais pas si je l'aurai à la ceinture, c'est plutôt pour le mettre dans le sac. Maintenant, il existe avec l'étui en plastique avec un moulage de cuir tout autour là, donc en gros tout autour avec des lanières pour l'accrocher à la ceinture. En fait c'est le prix qui diffère surtout, c'est que quand on est sur le plastique seul ici on est à 70 € et quand on prend le plastique plus le cuir on est à 110 €. Et vous avez même une version sans la partie moulée ici où il y a juste l'acier qu'on peut voir là, donc ça peut être très sympa. Du coup, on est sur un poids avec étui, donc l'un et l'autre, de 612 grammes sur ma balance et sans étui de 520 grammes. C'est-à-dire que quand on a cet étui-là, il fait 90 grammes, quoi. Donc ça pèse de rien, c'est très pratique, parce qu'on a quand même un couteau de 500 grammes, donc on n'est pas sur un petit jouet, quoi. On n'a pas parlé non plus de la longueur du manche, du coup, parce que sur ce couteau, ça a une importance certaine. On est sur un couteau avec un manche qui fait quasi 20 cm. En fait, on a deux positions. On a la position proche de la lame et on a la position pour le chopping. On est là, on n'est pas et on peut aller chercher là, mais là, on a vraiment déjà une force d'impact ici qui est assez phénoménale. Donc Scrama, ça vient de Scrama Sax ou de Six, qui veut dire grand couteau à un seul tranchant, qui était populaire au début du Moyen-Âge, jusqu'à peu près au 5e siècle. C'était en fait, en gros, un outil avec capacité de s'en servir d'arme. En gros, ça vient de Scrimansar, qui en vieux français voulait dire couteau de guerrier. Ça, on peut le retrouver dans les écrits de Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs. En gros, c'est une machette moderne, hein. Ça servait à la vie de tous les jours. Par contre, c'était pas une invention germanique, hein. C'était dans tout le monde celte.
En gros, c'était plutôt lié aux besoins du combat qui commençait à devenir plus tactique. Et surtout, faut pas oublier que à l'époque, le monde venait juste d'être conquéri par Rome. Et les peuples qui étaient fédérés n'avaient pas le droit d'avoir des armes. Donc ils ont fait comme tout le monde, ils ont trouvé des feintes aux lois, on va dire, euh, pour avoir un couteau qui puisse servir d'arme, donc un grand couteau. Ici, planté dans l'arbre, on peut voir la marque, là, Varus Teleca. C'est clairement un outil, donc on peut le pendre. Ici, il y a un trou pour l'accrocher. Voilà. Euh, bon, on va passer un petit peu au test maintenant. Bien, on va tout d'abord commencer par ce qui est vraiment kiffant avec ce couteau, c'est-à-dire tout ce qui est coupe à la volée. Donc j'ai même pas mis de dragon pour le moment. Donc là on va essayer, on est quand même plutôt sur des grosses branches qui font bien déjà 3 cm de diamètre. Ouais, bon, voilà, vous aurez compris, on a les 500 grammes du couteau. On a les 500 grammes du couteau qui nous servent pour taper avec énergie. Donc il est vraiment à l'aise dans ces tâches-là, c'est de la rigolade quoi. Voilà, on va regarder le fil ensemble. Après s'en être servi pour faire la coupe à la volée sur les branches bien sèches, là où en général le fil prend très très cher. Il n'y a pas de marque. Voilà, impeccable. On peut se faire de la place. Allez, c'est parti. Bien, du coup maintenant on est parti pour couper une section bien plus grosse. Donc pour ça on vient de concevoir un gourdin, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. J'espérais qu'il soit assez solide. Et du coup on va attaquer le bâtonnage à plat. On sent un peu les vibrations dans le manche, même qu'il soit en caoutchouc. Par contre, du coup, la longueur de lame permet vraiment d'attaquer le bois sans trop se poser de questions.
Bien, donc on va essayer le bâtonnage de refente. Donc d'abord sur une section de 7-8 cm. Et après on essaiera sur une plus grosse section, celle qu'on a coupée tout à l'heure, avec du bâtonnage à plat. Donc l'avantage certain du couteau, c'est sa taille, 24 cm de lame. Puis bon, 4 mm d'épée, ça marche bien. Alors, rien à dire sur la petite section, on va essayer sur la grosse. Bon, voici un petit faisceau-stick réalisé avec le Scrama. Donc on tombe globalement sur vraiment à la limite en fait des deux affûtages différents là, des 35 et des 25 degrés.
Bon, on va parler des coupes en force. Donc comme d'habitude, on va faire la coupe pleine main, on va faire la coupe inversée. On va discuter un peu de ça rapidement. Donc là je suis sur des morceaux de sapin, enfin d'épicéa, s'il y en a un peu partout. Donc la coupe pleine main d'abord. Bon, on a une coupe super, surtout qu'on attaque, on attaque ici là, sur les 5 premiers centimètres la coupe. Donc ça fait des gros copeaux. Maintenant, comme sur beaucoup de couteaux de ce gabarit là, dès qu'on monte, en plus on change d'angle. Du coup on a un énorme bras de levier. Énorme bras de levier, voilà. Bon. Le manche poumon n'est pas du tout glissant. A priori c'est un manche qui glisse. Il glisse avec l'eau. Et du coup je l'ai vu moi avec l'humidité, il est très glissant. Alors là ça va, ça fait un moment qu'il est dans ma main, donc il n'y a plus d'humidité. On verra ça tout à l'heure dans l'eau. Bon, voilà, donc rien d'exceptionnel, c'est un couteau de camp, hein, donc il va vous permettre de faire ça. Comme vous avez vu un peu précédemment dans la vidéo, on peut s'en servir comme d'une plane tellement il est grand. Donc en fait, un morceau comme ça, si on a besoin de faire une pointe, très clairement on pourra se mettre sur une bille de bois et taper comme ça. On ira plus vite en coupe à la volée. Mais bon, pour passer le temps sur le camp, si on veut s'amuser, voilà. Maintenant on va passer à la coupe inversée. Donc l'avantage c'est qu'on a un gros manche et on peut vraiment être proche. On peut vraiment être proche de la lame. On a quasi pas de garde ici. Alors il faut quand même se méfier. Il y avait eu des accidents à l'époque. Quand j'avais vu le premier test, moi il me semble que c'était Tacticraft, la chaîne Bushcraft. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu ça. Et il me semble qu'il avait la main qui était justement parce que le manche glisse avec l'eau, il était parti complètement comme ça et il s'était défoncé les doigts. Coupe inversée. Vous avez vu la taille des copeaux. Aucun problème pour lui. C'est de la rigolade. Il rentre même dans le bois de ouf. Et vu qu'on a le retour ici là du caoutchouc, en fait on l'a sur le doigt quand on est en coupe inversée là, donc on n'est même pas sur les 90 de la lame. Donc c'est vraiment pour une fois un des couteaux les moins désagréables que j'ai eu là. Et vu que le manche est grand, il vient s'appuyer sur tout l'avant-bras ici. Et là ça débite du boulot là, quand il y a les nœuds et tout. On va bientôt faire du petit bois pour le feu là. Bon, vous avez compris, aucun problème quand il est comme ça. Bien, maintenant la prise en force avec la lame sur le genou. Donc bon, comme d'hab, 4 mm. En plus la lame est vraiment à 90 là pour les Firesteel. Du coup ça va rentrer dans le genou. Mais bon, l'avantage c'est que par contre on peut aller chercher vraiment loin là. Et on a la lame qui dépasse. Donc pour une fois ça devrait aller. Ah ouais, carrément. On a vachement plus de bras de levier en fait. Du coup ça fait au final moins mal. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de débiter, mais un bon point pareil, parce que c'est une coupe que j'utilise rarement vu qu'elle flingue les genoux. Mais au final avec celui-là, c'est tellement un couteau de barbare que ça va. Bon, ça fait quand même mal aux genoux, faut pas rêver, hein, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos. Mais c'est largement supportable. Et au final, c'est celle qui m'aura le permis d'aller le plus vite pour commencer à tailler une pointe.
Comme d'habitude, je vais faire le test avec les mains mouillées. Donc là, on est au mois de décembre, l'eau elle est glacée. Enfin bon, vous connaissez mon test de la main mouillée. L'eau ici, elle est toujours froide. De toute manière, en dessous de 10 degrés, on a une perte de motricité fine. Là, l'eau, elle doit être à 4-5 degrés. Même moins, je pense. C'est tout gelé et ça n'a pas dégelé. C'est 11h30 du matin, là. Donc globalement, assez vite, je vais perdre l'usage de mes petits doigts. Donc, on va tester ça. Et après, on verra les différentes coupes. Je sens déjà plus le bout de mes doigts, mes mains elles sont rouges écarlates déjà là. Ça pique. Hein. On va mouiller le couteau également. Tester le manche bien mouillé. Alors attention, c'est un couteau carbone, du coup il faudra bien penser à l'essuyer si vous voulez pas qu'il soit tout recouvert de rouille et l'huiler après. Bon, comme d'hab, pas de problème pour les grosses coupes. Le manche est pas mal glissant effectivement. En fait, il est pas nervuré du tout, donc dès qu'il est mouillé, il a tendance à moins retenir la main. Après, je m'attendais à pire que ça. Donc faire attention. Bien sûr, c'est un couteau sans garde, donc le taper comme ça, il y a un risque hein, qu'on ait la main qui glisse sur la lame. Aucun problème, on l'a bien en main, même les mains mouillées et avec la perte de motricité fine, on pourra faire les gros travaux. Pour finir sur cette vidéo, du coup on va faire un petit résumé. Donc c'est un couteau qui est parfait pour la coupe à la volée. On se retrouve avec un couteau qui a 500 grammes de patates, un manche énorme, une lame gigantesque. Et du coup pour la coupe à la volée c'est parfait. On a pas mal de bras de levier quand on fait les coupes en force. Ma foi, dans la généralité, on s'en sert peu des coupes en force. On fait des bivouacs depuis plus de 2013 et franchement, c'est pas une coupe qui me sert beaucoup. Que dire d'autre? Manche assez glissant une fois mouillé. On a pu voir dans le test dans l'eau, en fait, la texture est vraiment bien, mais une fois mouillé, ça glisse, donc main humide, main avec de la transpiration. Bien faire attention du coup à ça. Sinon, les deux aiguisages sont pas mal. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus dingue du monde. En tout cas, ils y ont pensé, c'est très bien. Le dos à 90 pour les feather sticks, on est vraiment sur un outil, quoi. Il a été pensé pour aller dans les bois. J'ai pas grand chose à dire de plus. On a le talon des passants là qui forme une boucle pour l'attacher, mettre une dragonne. Du coup j'ai pu taper un bout de bois. Maintenant encore une fois j'aurai sûrement la hache en bivouac, donc quoi qu'il arrive je me servirai du marteau de la hache. En ce moment il fait assez froid, du coup c'est éprouvant pour le métal. Là il a rien eu, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il est assez souple même au durcissement par le froid. Voilà. Un couteau qui plaît pas à tout le monde. Pour certains, il est trop grand, trop lourd, trop gros. Pour d'autres, le design. Moi, personnellement, le design, c'est un truc que je le trouve magnifique. Sur la base d'un Scramasax, là, j'adore ce profil de lame. Au contraire des Tanto qui partent dans l'autre sens, je trouve que ce profil de lame est magnifique. Du coup, quand on s'est servi de la lame pour faire avec la pointe, là, on pouvait caler le pouce dans l'angle, c'était vachement bien. J'ai pas grand chose à dire de plus. Super couteau. Je le recommande à tous ceux qui aiment faire un peu les bourrins dans les bois. S'il y en avait qu'un, celui-là, ce serait possible. En tout cas, vraiment, il porte son nom de couteau-outil médiéval.
super sympa. Merci d'avoir vu la vidéo et ciao, bye bye.